Notre deuxième invité d'honneur, c'est M. Richard Lehoux, qui est président de la Fédération québécoise des municipalités, qu'on appelle la FQM, qui est maire de Saint-Ézéard et préfet de la MRC de la Nouvelle-Beauce. Il est membre du conseil d'administration de la FQM depuis 2001 et son président depuis 2014. M. Lehoux a joué un rôle très important de premier plan dans un bon nombre de batailles et de gains obtenus par la FQM dans les dernières années, dont, par exemple, la phase 3 de la politique nationale de la ruralité, qui était une de nos meilleures politiques publiques au Québec, la loi cadre sur l'occupation et la vitalité des territoires, ou encore la commission d'enquête publique sur l'industrie de la construction. C'est un ardent défenseur du développement local et régional. D'ailleurs, il représente l'acteur incontournable du développement collectif que sont les élus, les municipalités et les NRC au Québec. À ce titre-là, il est tout désigné pour compléter cette phase d'ouverture de la conférence. Veuillez accueillir M. Lehoux. C'était pour l'empêcher un petit peu. Merci. Merci beaucoup, M. Lehoux. Peut-être une petite correction au départ. Oui, vous allez me présenter comme maire et je suis l'ex-maire de Saint-Ézéard, l'ex-préfet de la MRC Nouvelle-Beauce. Je me suis pas représenté en novembre dernier. C'était un choix. J'ai 19 ans maire de ma municipalité, 17 ans préfet de la MRC. Et comme vous l'avez compris, 15 ans au conseil d'administration de la FQM. Mais je tenais vraiment à être ici avec vous ce matin parce que, avant tout, et même si je suis un ex partout, je vais demeurer un citoyen de Saint-Ézéard engagé dans son milieu, dans sa MRC. Alors, mesdames, messieurs, bonjour. Ça va? Ah oui, c'est mieux. Alors, je dois vous dire que le titre de votre conférence interpelle directement la Fédération québécoise des municipalités. Quel avenir pour les communautés et l'action collective? C'est une question que de nombreux maires de petites municipalités et de nombreux préfets d'MRC se posent tous les jours. Je dis nombreux, mais je devrais dire la quasi-totalité. Comment assurer le développement de notre communauté, de notre territoire? Lundi dernier, j'étais avec le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire à Shawinigan pour le dévoilement de la stratégie gouvernementale pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires 2018-2022. Il y avait eu effectivement une première politique d'occupation de territoire, mais je pense qu'elle avait occupé plus les tiroirs des territoires. Alors, M. Poitou en parle comme d'une véritable révolution. Moi, je parle plutôt comme d'une nécessaire et obligatoire évolution des pratiques. La volonté du gouvernement que l'on retrouve dans cette stratégie, et je crois qu'il faut l'applaudir, c'est que la prise de décision lorsqu'il s'agit de développement régional et local, est que ça part du bas vers le haut. Cela peut sembler évident, mais ce fut un long processus avant que nous parvenions à changer cette mentalité où nous étions définis comme des créatures de l'État. Nous sommes des partenaires qui, comme le gouvernement, ont à cœur le développement de nos communautés. Et les vieilles habitudes, elles reviennent rapidement. Alors, il faut constamment le rappeler. Et ce que j'ai encore dit lundi au ministre, les intentions sont bonnes, c'est super intéressant, mais j'espère que ça va descendre dans l'appareil gouvernemental. Parce que c'est là où on rencontre la plus grande difficulté. Les municipalités et les NRC auront donc un rôle de plus en plus grand à jouer dans le développement des communautés et des territoires. Tout simplement parce que les réalités vécues sont différentes d'une région à l'autre. On ne peut plus faire du mur à mur. Je pense que ça fait longtemps qu'on l'a compris partout, dans toutes les régions du Québec. Il restait l'instance gouvernementale à convaincre et j'espère que le message est en train de passer. On doit cibler nos interventions. On le voit bien dans la diversité des priorités sélectionnées par les régions du Québec. Parce que je vous incite à aller voir, en fin de compte, la stratégie qui a été dévoilée lundi sur le site du ministère des Affaires municipales
l'ensemble des régions administratives, les priorités qui avaient été identifiées par des tables de concertation là, dans chacune des régions qui ont été remises en place, faut-je le dire, après là, certaines abolitions, comme je le disais plus tard. C'est clair qu'on retrouve concrètement les priorités que chacun des lieux s'est donné. Dans ce livre-là, c'est la première fois donc, que je vois un document gouvernemental où on inscrit directement les priorités de chacune des régions. Et il y a quand même dans l'avant-propos un texte qui dit qu'on va respecter en fin de compte ces engagements-là et les ministères devront s'y conformer. Il y a encore du travail à faire de ce côté-là, mais je pense que l'orientation est claire et précise. Alors, en effet, elle joue déjà ce rôle de développement local des municipalités lorsque le gouvernement s'est retiré du financement des centres locaux de développement, nos CLD, puis a aboli les conférences régionales des élus. Les municipalités et les MRC, je pense ont pris rapidement la relève. C'est d'ailleurs une compétence qui lui est reconnue de par la loi 28. Elles peuvent prendre toutes mesures pour assurer le développement local et régional de leur territoire. Elles sont donc devenues le point de convergence des forces de développement. Et ces forces, quelles sont-elles? Il y a bien sûr toutes les organisations qui gravitent autour de l'appareil municipal. Ce sont les directeurs généraux des MRC, les directeurs généraux des CLD, les municipalités, les agents de développement, les aménagistes, les professionnels en développement économique, nos gens des fonds locaux de solidarité, du Fonds de solidarité de la FTQ, les réseaux des SADC et SAE, et bien sûr, les élus municipaux. Et j'en oublie sûrement. Pour les soutenir, la FUM a mis en place, avec ses partenaires, la table de concertation sur le développement local et régional, qui intervient sur 3 axes. Sur la concertation, évidemment, mais aussi sur la formation et la communication. Le vice-président de la FUM, M. Jacques Demers, qui est ici ce matin que je salue, en parlera plus amplement lors de sa présentation de cet après-midi. Mais cette table a comme objectif de réunir les responsables, les gestionnaires professionnels du développement économique local et régional, afin d'épauler les élus, justement, dans ces nouvelles responsabilités de développement local et régional. Il y a aussi nos partenaires, ceux pour lesquels ces organisations travaillent. Ce sont vous, les organismes communautaires, les coopératives, les petites et moyennes entreprises, qui font vivre et qui épaulent les citoyens de chacune de nos communautés. Nous travaillons tous ensemble afin d'assurer la vitalité et le développement de nos territoires. Je vous donne un exemple où cette nécessaire collaboration sera mise au travail. On pense à la régionalisation de l'immigration. Tout récemment, le gouvernement a tenu un forum sur toute la question de l'immigration et de l'employabilité en région. Je n'avais pas à vous dire que les défis auxquels feront face les régions pour trouver une main-d'œuvre qualifiée pour répondre aux besoins. Or, ils ont abordé le problème d'un seul point de vue de la demande de main-d'œuvre des chambres de commerce. Et ce, en oubliant qu'il faudrait mettre en place des structures d'accueil de ces nouveaux arrivants, que ce soit pour un logement, l'inscription à l'école, la francisation, etc. Sans compter tous les services afférents qui reviennent souvent aux coopératives ou aux PME régionales ou locales. Entendons-nous bien, je comprends très bien les besoins des grandes entreprises. Et par contre, elles ne peuvent pas travailler en silo. Il faut travailler ensemble. Ces structures d'accueil, ce sont les municipalités et les organismes communautaires qui les mettront en place. Je veux juste en apporter, vous donner un petit exemple. Chez nous, en Chaudière-Appalaches, moi, dans la MRC de la Nouvelle-Beauce, une entreprise d'importance qui nous amène à chaque année là, près d'une centaine d'immigrants dans la région parce qu'ils ont un besoin de main-d'œuvre important. Et quand ces gens-là arrivent, ça prend, en fin de compte, un support, un soutien, que ce soit juste au niveau de la francisation. Pourtant, on est à 40 minutes, 30 minutes de Québec. Et on pouvait prendre des gens et les envoyer avoir leur cours de francisation à Québec même. Pourquoi on n'est pas capable de régionaliser? Ça, c'est un élément où j'ai fait part au nouveau ministre de l'Immigration, M. Hurtel, encore quand il était de sa tournée dernièrement. Alors, les coopératives et les petites et moyennes entreprises ont aussi des besoins. Je pense rapidement au secteur agricole et à la culture maraîchère, qui fait appel à une main-d'œuvre provenant de l'extérieur. Il faut aussi les inclure dans les démarches de recrutement. Alors, il faut donc travailler ensemble. Je le répète,
le milieu municipal, les gens en développement local et régional, les organismes, les coopératives, les entreprises, le gouvernement. Les besoins sont trop diversifiés d'une région à l'autre pour qu'on applique les mesures mur à mur, c'est très clair. Il faut que nos démarches soient adaptées aux particularités des communautés que nous développons. Il faut savoir se baser sur les forces aussi de chacun. Le travail du gouvernement, c'est de s'assurer que cette structure que les communautés ont mise en place ait les ressources humaines et les ressources financières nécessaires. Et le message que j'ai encore livré à M. Poiteux, c'est que l'ensemble de l'appareil gouvernemental soit accompagnateur. Je pense que ça, il y a un rôle important à jouer, d'arrêter d'être des empêcheurs et puis de nous mettre des barrières, des freins. Parce que quand des décisions sont prises en région et qu'on se dit par Québec, le central, que ça ne peut pas fonctionner comme ça parce que dans le livre, c'est pas écrit de même. Moi, ça me révolte à chaque fois. Il devrait mettre en place des directions régionales qui connaissent les besoins des communautés afin de travailler en partenariat avec nous. Il semble pouvoir le faire avec l'immigration, comme je le mentionnais, mais il devra aussi le faire avec les différents ministères, que ce soit l'environnement, le transport, la santé, l'éducation, et ainsi de suite. Je pense qu'on peut tous les nommer. On a tous formé des directions régionales pour plusieurs de nos régions. Il a fusionné avec d'autres. Il va falloir ramener ça dans chacune de nos régions pour que l'appareil gouvernemental, nos fonctionnaires comprennent bien la réalité de chacun de nos territoires. Alors, les besoins des régions sont énormes. Ça, oui, c'est vrai. Mais leur potentiel économique et surtout humain est immense. Les régions sont l'âme et le cœur du Québec. C'est en comptant sur des régions prospères que le Québec grandit et se développe. Et c'est à nous, acteurs du développement de nos communautés, en se concertant, en collaborant, en agissant, de voir à ce que ce développement se fasse harmonieusement et de façon durable. C'est pourquoi, c'est un moment comme cette conférence aujourd'hui et demain, où l'on réfléchit à ces questions sont essentielles. On doit s'inspirer les uns des autres, travailler les meilleures pratiques, les adapter aux besoins et les appliquer dans nos communautés, dans nos territoires. Pour des gens qui m'ont déjà entendu, je le répète encore, ça fait plusieurs années que je le dis, seul, c'est sûr qu'on va plus vite, mais ensemble, on va toujours plus loin. Alors, je vous souhaite à vous tous de retirer le maximum de cette journée. Merci à vous. Merci, M. Lehoux. Merci de souligner avec force à quel point le développement des communautés territoriales, ça ne peut pas être une question de développement économique, mais que c'est un enjeu également de développement intégré qui comprend le développement social. Et à ce compte-là, vous avez les bonnes personnes devant vous là pour y travailler. Et merci de nous rappeler également que l'action publique, l'intervention publique doit se transformer pour s'adapter aux capacités d'action collective des milieux et aux enjeux qui les confrontent. Vos propos, M. Lehoux, là, malheureusement, témoignent que votre décision de ne pas renouveler votre mandat à la présidence de la FQM, ça représente une perte pour le monde municipal et pour la société québécoise. Heureusement que la FQM va poursuivre son engagement avec ses partenaires du développement des communautés territoriales. Entre autres, la FQM est partenaire de demandes de subventions qui sont en cours actuellement, qui sont à l'étude. Donc, pour la suite de notre conférence, j'ai dit au début qu'on disait à se donner de la perspective, à prendre de l'altitude. Donc, on a choisi une Sherpa pour animer l'ensemble de la conférence. Et je vais maintenant lui donner la parole. Il s'agit de Sonia Racine de Commune Agir. Bonjour tout le monde. Ça va bien? J'ai l'impression d'être en famille. Je connais à peu près la moitié de la salle. Les autres qu'on ne se connaît pas, on dîne ensemble. Puis on va se connaître, c'est pas drôle. Très contente d'être avec vous. Aujourd'hui, je vois qu'il y a des gens qui n'ont pas de siège. Il en reste. Et durant que je parle, c'est le temps. Après ça, ce sera plus le temps.
Fait que, venez, il reste des places. Peut-être pas ici en avant, si j'ai bien compris, monsieur le technicien, vous ne pouvez pas, hein? Non. OK, j'en ai des gros X dessus, c'est bon. OK. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le Communagir, en gros, une organisation qui est vouée à soutenir les collectivités dans leurs objectifs de développement de différentes façons, dans de l'action sur le terrain, des accompagnements, des formations, etc., mais aussi dans le travail sur des conditions plus favorables à ce développement-là, avec des partenaires comme la FUN, comme d'autres, etc. Donc, c'est ça qu'on fait en gros. Je pense que Denis a très bien placé on est là pour quoi, on est là pour faire quoi. Moi, quand j'ai vu qu'il y avait autant de praticiens qui étaient là aujourd'hui, je trouvais ça super parce que c'est comment on va réussir avec toutes ces belles présentations qu'on va avoir en tirer le maximum pour transférer ça dans nos pratiques, dans nos façons de faire, dans nos façons de s'organiser. Donc, on vous invite à faire ça durant les 2 jours. On va essayer de trouver à la fois des pistes, oui, pour nos pratiques, mais des pistes pour des recherches aussi en disant ça va bien, on comprend, mais il y a des choses qu'on comprend. Il faut qu'on comprenne mieux telle chose. Il faudrait qu'on développe telle chose. Donc, je vais toujours vous relancer sur ces 2 éléments-là. Des pistes que ça vous donne dans vos pratiques, dans vos façons de faire, et des pistes de recherche que ça vous fait. Est-ce qu'il y en a qui ont des téléphones intelligents? Oui? Sortez-la. Alors, on s'est donné un petit outil pour garder des traces de nos échanges. Alors, si vous entrez dans votre navigateur menti.com, menti.com, pour partir, ceux qui n'en ont pas, c'est pas grave, je vous passerai tout le mien tantôt. Non. On va s'arranger entre voisins. On va faire ça. Donc, là, ça va vous demander quel code. Alors, vous entrez le code que vous voyez ici à l'écran, qui est le 90 54 77. On dirait que je fais du tirage de loterie, n'est-ce pas? Oui. Vidéo, M. Gédéon. Et donc, là, ça va vous poser une question. Est-ce que ça vous a posé une question? Oui. Oui, c'est bon. Répondez à la question, s'il vous plaît. Moi, je vais aller vous montrer les réponses. 90 54 77. Et ça va être le code, toujours, quand vous êtes entré une fois ici dans la grande salle, après ça, vous n'avez plus de code à rentrer. C'est les questions qui vont changer. C'est moi qui vais les changer, évidemment, ça ne change pas tout seul. Je vais juste aller faire quelque chose jusqu'à temps de faire ça ici. Oui. Voilà. Donc, en principe, les réponses commencent à arriver. Regardez à l'écran. C'est magnifique. Magique. Non, mais c'est beau. Nous, je ne vois pas la beauté de ce qui est en train de se passer à l'écran. Il manque quelque chose. Alors, à chaque bloc de conférence, je vais toujours vous donner l'opportunité de laisser des traces de vos réflexions, de pistes que ça vous donne, de recherche, de pratique, etc. Et nous, on va pouvoir garder ça après pour pouvoir en tirer le maximum de profit. Et ça sera la même chose dans tous les ateliers. Alors là, je voulais vous montrer, c'est un conseil pratiqué. C'est super. Et tout ce que vous notez, c'est conservé. On est bien content de ça. Donc, ça fonctionne comme je pensais que ça allait fonctionner. C'est la première fois. Donc, ça aurait pu planter. Oui, Monique? Alors, le réseau santé d'ici n'a pas de code. Il est ouvert et généreux. Il s'appelle... je ne me rappelle pas parce que je ne le vois pas. Oui, c'est ça. Il y en a un, il n'y a pas de mot de passe. Vous devriez être capable de vous y connecter facilement. Voilà, alors merci pour ça. Deuxième chose, avant qu'on entre dans notre conférence d'ouverture, on va vous installer. Vous avez remarqué que vous n'avez pas de table, hein? Mais on va quand même vous faire échanger parfois en petits groupes, histoire de digérer l'information. Il n'y a rien de mieux que d'en parler, mettons, toi et moi, hein, Pierre. Je dis, moi, j'ai pensé que la refaire, là. Et que, je vais vous dire, faites ça en famille, faites-vous une petite gang, puis jasez-en 5 minutes entre vous, puis je vous reviens. Ça va être ça un peu la consigne. Et la consigne va être après ça, que quelqu'un de votre gang laisse une couple de traces de ce que vous avez jasé. C'est un peu comme ça qu'on va faire ça, et je vais aller, moi, chercher des interventions dans la salle, après, pour les ramener vers nos conférenciers, qui puissent répondre à vos questions ou à vos commentaires. Donc, une bonne idée serait, quand vous allez en pause, vous revenez, changer de place. Comme ça, vous allez parler des nouveaux amis. Vous allez apprendre des nouvelles affaires. Je vous le recommande. Après ça, vous avez le choix. Je les ai quand même. Ensuite, web diffusion. Vous savez que la conférence est diffusée sur les Internet, ici, mais pas en ce moment, hein, monsieur? Moi, je vais diffuser, moi. Je fais des tests. Ce que je fais simple, c'est ça mon rôle.
Donc, il y a des accents gens, il faut que je fasse 5. Donc, ça va être diffusé, d'où l'idée qu'il y a des micros. Quand je vais vous demander vos commentaires et tout ça, deux choses, je vais vous demander de vous nommer et de prendre un micro. Et là, j'aurai deux Magdalena, qui vont être peut-être Julie et quelqu'un d'autre, qui vont vous les amener, là, les micros, pour vous éviter de passer dans les chaises. Et bon. On va vous les amener, ces deux micros sans fil. Il faut toujours parler dans le micro pour que ce soit bien sûr entendu en ligne. Ça va? Je vais vous le rappeler si jamais vous en rappelez plus. Vous l'avez remarqué, la programmation elle est touffue. Et je vous parle du temps maintenant, puis je ne vous en parle plus après. Donc, quand on dit on part en pause, on vient à quelle heure, je recommence. Si c'est à 10h45, je recommence. Parce que sinon, on n'y arrivera pas. Et si on veut y arriver, et par respect aussi par tout le monde, c'est de garder notre temps. On a demandé à tous les conférenciers de faire un grand effort et de dire allez tout de suite à l'essentiel de ce que vous souhaitez nous dire. S'il vous reste du temps, vous enjolivrez. Hein? Alors voilà. En général, les gens disent toujours on manque de temps. Allez tout de suite sur ce que vous voulez qu'on retienne. Commencez par là. Après ça, ça va vous faire mal. Alors, c'est ce qu'on leur a proposé. Ils ont dit certainement, n'est-ce pas? je mets de la pression. OK, ça va. Jusqu'à maintenant, oui? Vous êtes prêts à commencer encore plus loin? On a déjà commencé, mais une autre partie. Alors, on va inviter notre conférencier d'ouverture. On vous le présente rapidement. Les travaux de M. Laville, Jean-Louis Laville, donc. Sont-ils Laville ou Laville? Laville. Alors, M. Laville sont une grande source d'inspiration au Québec depuis beaucoup d'années. Ça ne veut pas dire qu'on nous trouve vieux. Hein? Entendons-nous. On pourrait dire que M. Laville loge au croisement de la sociologie et de l'économie. Hein, tous vos travaux ont fait croiser ces deux univers-là beaucoup. Qu'on pense à l'innovation sociale, la démocratie, la gouvernance dans les associations, l'action collective, l'économie qui est solidaire, vous avez grandement contribué à faire avancer nos réflexions ici. Sur tous ces sujets-là, il y a encore bien d'autres. Vous êtes capable de nous faire réfléchir et d'être compris ici. On se reconnaît dans ce que vous nommez. J'allais dire, même à partir d'un point de vue français. C'est quand même quelque chose. Hein? Alors, vous amenez un regard, oui, qui est français, qui est européen aussi, mais qui est même international parce que vous avez travaillé partout. Alors, vous êtes pour nous très, très, très inspirant. Votre pensée n'a pas de frontières. Alors, là, maintenant, vous êtes professeur au Conservatoire national des arts et des métiers à Paris. Vous êtes titulaire de la chaire Économie solidaire. Alors, on est très, très content de vous accueillir. Je vous demande d'accueillir chaleureusement M. Jean-Louis Laville. Merci de votre accueil. Je vais essayer d'être à la hauteur de la situation et d'aller, comme vous avez dit, droit à l'essentiel. C'est vrai que c'est un plaisir d'être ici, à la fois pour retrouver tout un tas de gens et puis pour en découvrir d'autres. C'est aussi un plaisir parce que il y a beaucoup de gens qui sont aujourd'hui dans l'action communautaire dans la salle. Et je vais partir donc d'une réflexion que a fait Christian Jeté, qui témoigne pour lui d'une difficulté persistante à faire travailler ensemble ce qui relève de l'organisation communautaire et ce qui relève de l'économie sociale et solidaire. Comme je m'intéresse aux deux, je vais essayer de réfléchir sur cette difficulté et de voir à quoi tient cette difficulté. Hein. Comment ça se fait que des formes de mobilisation de la société civile qui pourraient être complémentaires sont en fait très rarement conçues comme complémentaires et encore trop perçues comme disjointes, comme différentes, comme appartenant à des compartiments distincts. Et puis, après avoir fait un rappel historique qui tentera de comprendre d'où viennent ces séparations et ces coupures qui sont encore si importantes dans la réalité d'aujourd'hui, j'entamerai une seconde partie plus prospective pour essayer de voir pourquoi il est très important aujourd'hui, me semble-t-il, que se regroupe ce qui est de l'ordre des mouvements sociaux, ce qui est de l'ordre de l'économie sociale et solidaire, ce qui est de l'ordre de l'action communautaire et de l'action collective, et comment est-ce qu'il est possible peut-être de progresser dans ce sens-là.
Je vais m'appuyer pour ce faire là sur un travail dans lequel figure justement le texte de Christian Jeté, qui est un travail qui vient d'être publié, dans lequel ont participé une trentaine d'auteurs de 4 continents et qui essaye justement de réfléchir sur l'articulation entre mouvements sociaux et économie solidaire. Donc, revenons un peu dans l'histoire. Je pense que on peut revenir et partir de l'après-Seconde Guerre mondiale, quand il y a eu la définition d'un nouveau modèle de développement à travers un certain nombre de textes internationaux, dont l'un des plus célèbres est la Déclaration de Philadelphie en 1944, qui affirme le développement économique ne vaut que s'il est au service du développement social. Et donc, dans cette période historique, il y a un consensus assez large pour penser que la finalité, c'est le développement social. On est dans une idéologie du progrès, mais orientée vers le social, ce qui va permettre la mise en place de nouvelles formes de protection sociale, la généralisation des systèmes de sécurité sociale dans de nombreux pays, et aussi le développement graduel des politiques sociales dans ce que l'on a appelé souvent le Fordisme, ou si on se réfère à l'expression de Benoît Lévesque et de Paul Bélanger, le providentialisme. Fordisme parce que les salariés ne pouvaient guère intervenir sur l'organisation de leur travail, mais en contrepartie, ils avaient des augmentations de salaire. Et puis, providentialisme parce que les usagers n'étaient guère admis à concevoir les services qui étaient pourtant destinés, mais ils pouvaient avoir un accès gratuit ou quasi gratuit à un nombre de plus en plus grand d'entre eux. Ce compromis qu'on peut aussi, avec un regard européen, appeler un compromis social-démocrate, avait toutefois une faiblesse constitutive qui n'est pas apparue pendant les périodes d'expansion, c'est qu'il indexait la justice sociale sur la croissance marchande. Et donc, il y avait une redistribution forte, mais celle-ci ne pouvait avoir lieu que quand les taux de croissance étaient élevés. Dans ce régime de développement, c'est vrai qu'il y avait un mouvement social central, qui était le mouvement ouvrier, qui s'organisait principalement en partis et en syndicats pour négocier des améliorations et essayer de se défendre à travers les mécanismes de la démocratie représentative. Donc les enjeux de l'économie et du travail étaient prévalents et il y avait un certain déterminisme économique dans l'approche de ces mouvements sociaux qui se déclinait d'une autre façon dans l'économie sociale, puisque l'économie sociale, de son côté, occultait sa dimension de mouvement pour privilégier sa dimension d'entreprise collective en ayant comme centre de gravité le modèle coopératif et une croyance selon laquelle ces entreprises coopératives pouvaient s'imposer par leur valeur d'exemplarité et ainsi se diffuser. Or, on a bien vu au niveau historique que c'est le contraire qui s'est passé, c'est-à-dire que les coopératives pensaient changer le marché. La plupart des cas, c'est le marché qui a changé les coopératives. Dans ce régime, il y avait aussi une subordination du mouvement associatif au sens où, puisque les associations s'occupaient avant tout du hors-travail, ils étaient considérés comme supplétifs par rapport au mouvement social central et à l'organisation syndicale, par exemple. Donc, on avait une organisation très hiérarchisée entre un mouvement social qui était véritablement le plus important pour le devenir de la société, une économie sociale qui était aussi importante mais moins, et enfin un mouvement associatif qui n'était pas vraiment pris en compte par les pouvoirs publics et par les partenaires sociaux. Cette hiérarchisation, elle a été bousculée par l'arrivée de plusieurs crises. Et je crois qu'il faut remonter à la première crise, qui n'est pas la crise économique, mais qui est une crise qui l'a précédée, ce que l'on peut appeler une crise culturelle ou une crise de valeur, et qui s'est manifestée à travers la remise en cause, de manière de plus en plus forte à partir des années 60, des limites de la synergie entre marché et État. On peut dire que, à partir de ce moment-là, s'effrite l'idéologie du progrès, et c'est l'apparition de ce que l'on appelle à l'époque des nouveaux mouvements sociaux, qui vont montrer que la conflictualité sociale ne se réduit pas à la lutte des classes, mais qu'il y a d'autres combats à mener. Le plus emblématique, certainement, de ces nouveaux mouvements sociaux, c'est l'écologie, qui va questionner finalement la compatibilité entre une expansion sans fin et une planète limitée, mais aussi montrer comment
l'occultation des problèmes des ressources est aussi liée à l'orthodoxie économique. Juste un exemple, quand on prend l'un des premiers cours qui a été fait en économie au Conservatoire national des arts et métiers par Jean-Baptiste Say, celui-ci déclare « Les ressources naturelles ne font pas partie de l'analyse économique parce qu'elles sont inépuisables ». On voit bien que ce discours qui est tenu en 1840 est intenable à la fin du XXe siècle. Et c'est ça que met aussi en évidence le mouvement écologique. Autre mouvement emblématique, le mouvement féministe, qui va dénoncer les relents de paternalisme dans l'État providentialiste, par exemple à travers les différences de genre, mais aussi à travers la réduction des usagers à des assujettis et à des gens qui ne peuvent pas véritablement intervenir sur les services qui leur sont destinés, comme je l'ai dit précédemment. Dans ces nouveaux mouvements sociaux, ce qui est important aussi pour notre réflexion collective, je crois, c'est que apparaît de plus en plus nettement la notion de territoire. Elle apparaît, bien sûr, avec la montée des mouvements paysans et indigènes en Amérique du Sud, mais elle apparaît aussi, même si c'est plus modestement, dans le mouvement des pays en France qui parle de développement local pour s'opposer au centralisme et aux politiques descendantes. Elle advient aussi dans les comités de citoyens au Québec, dans les quartiers urbains et ensuite dans les régions rurales. Et cet ancrage territorial va déplacer la manière dont on aborde l'économie et commencer à mettre en avant l'idée d'une économie alternative qui pourrait être liée au territoire. Ceci à travers, en Amérique du Sud, les coopératives populaires ou la réinterprétation du secteur informel en une économie populaire, à travers aussi les services de proximité en Europe, dans les gardes d'enfants, dans l'aide à domicile, à travers, enfin, un certain nombre de groupes populaires qui, au Québec, vont essayer de plus en plus de concilier deux activités qui étaient considérées dans la dichotomie traditionnelle comme dissociées là encore, c'est-à-dire d'une part ce qui était la revendication et d'autre part ce qui était la prestation de service. Donc il y a un accent mis sur l'auto-organisation, sur l'autonomie collective, au-delà du marché et de l'État, et c'est, me semble-t-il, ce pourquoi on peut considérer que ce qui surgit à ce moment-là et que l'on va appeler, suivant les cas, nouvelle économie sociale ou économie solidaire, est en fait un mix inédit entre les nouveaux mouvements sociaux et l'ancienne économie sociale. C'est pour ça que j'ai tendance à préférer l'appellation d'économie solidaire parce qu'il me semble qu'elle met plus en avant le fait qu'il ne s'agit pas simplement d'une nouvelle génération d'économie sociale, mais qu'il s'agit aussi d'un prolongement et d'une critique de l'économie sociale sur deux plans principaux. D'abord, le fait que les entités ne sont pas uniquement des entreprises collectives. Ce sont aussi des entités qui ont une dimension publique à deux niveaux. D'abord, parce que, au-delà des égalités statutaires, elles essayent d'introduire dans leur fonctionnement des fonctionnements plus délibératifs, plus participatifs, mais aussi parce que elles essayent de peser sur le cadre institutionnel et de faire évoluer celui-ci en participant au débat public. Et donc, il y a véritablement une dimension publique qui ne peut être tenue pour négligeable. D'autre part, c'est vrai qu'il y a aussi l'impossibilité de concevoir l'économie sociale et solidaire dans un cadre qui soit celui de l'orthodoxie économique, pour les raisons invoquées tout à l'heure. Et donc, on est obligé, si l'on veut arriver à situer cette économie, de voir quels sont les arrivages dont on peut bénéficier. Et de ce point de vue-là, je pense que toute l'école de l'économie substantive, initiée par Polanyi et ses collègues, est une ressource très importante, puisqu'elle met au cœur de la réflexion l'idée que l'économie, ce n'est pas simplement le marché, ce n'est pas non plus la somme du marché et de la redistribution publique, mais ça intègre la réciprocité, c'est-à-dire toutes les formes d'échange économique qui sont faites pour préserver, maintenir, renforcer le lien social, et aussi ces formes de réciprocité qui se jouent à l'intérieur de la maison, si j'ose m'exprimer ainsi, c'est-à-dire ce qu'ils ont appelé l'administration domestique. Donc on a finalement, à travers l'économie solidaire, une tentative de retrouver une capacité de transformation sociale que l'économie sociale n'avait pu concrétiser entièrement. Tous ces éléments
font preuve donc de demande de démocratisation qui émerge de la société. Elles vont avoir des effets qui sont indéniables. En Amérique du Sud, par exemple, l'accession au pouvoir de forces politiques qui sont très, très articulées aux mouvements sociaux. Au Québec, des innovations institutionnelles, on peut en citer évidemment tout un ensemble, et vous les connaissez mieux que moi, le financement des organisations communautaires, les tables de quartier, la table nationale des corporations de développement communautaire, pour n'en citer que quelques-uns. En France, on a aussi la reconnaissance de la citoyenneté dans un certain nombre de lois. Je pense à la loi de 2002 qui concerne la participation et la place des usagers dans les services sociaux. Mais malgré ces avancées, on voit bien que dans de multiples cas, il va y avoir aussi une dilution des enjeux démocratiques dans une notion assez floue qui est celle de partenariat. Finalement, le partenariat va, dans de nombreux cas, recouvrir des processus de sélection des expériences en fonction de leur caractère constructif et donc une éjection des plus contestataires. Le partenariat va aussi faire appel à la participation de tous, mais comme il y a peu d'attention qui est faite aux asymétries de pouvoir et de savoir, finalement, cet appel à la participation va souvent se traduire par une concertation interinstitutionnelle et interprofessionnelle qui reste très opaque pour les populations concernées, comme on peut le voir dans un certain nombre d'exemples. Et donc, il y a une difficulté, là encore, qui est très forte, c'est d'arriver à sortir d'une conception qu'on pourrait qualifier de trop consensuelle du partenariat et d'arriver à concrétiser finalement toutes ces demandes de démocratisation qui avaient été si importantes dans les décennies antérieures. Ce qui va changer effectivement la donne, c'est que va se rajouter à ces obstacles l'irruption du néolibéralisme. Et la manière dont il est lié justement à ces demandes de démocratisation est intéressant à reprendre. Parce que si on lit attentivement les écrits de Frédéric Hayek ou de Milton Friedman, on constate que ces écrits ont été effrayés par les nouvelles demandes de démocratisation. Et c'est contre celles-ci que s'est créé le néolibéralisme, qui n'est pas un projet fondamentalement économique, mais qui est un projet fondamentalement politique, tel que Hayek l'exprime clairement. Il s'agit de limiter la démocratie pour remettre au centre de la régulation des sociétés la concurrence et la généraliser à nouveau en s'attaquant au périmètre de l'intervention publique, mais aussi en s'attaquant à la dimension publique des associations et en voulant ramener ces associations à un tiers secteur qui soit prestataire de services à bon marché et qui n'intervienne plus dans le débat public. Donc, ces options vont être des options qui vont devenir dominantes dans les années 80 avec les politiques d'ajustement structurel, d'austérité, les nouvelles gouvernances régionales, le New Public Management aussi en interne des organisations. Et donc, ça va configurer un contexte beaucoup plus défavorable pour les dynamiques citoyennes qui va avoir des effets sur celles-ci. Par exemple, on va se rendre compte que l'économie sociale et solidaire, pour arriver à perdurer, va dans un certain nombre de cas choisir une certaine normalisation gestionnaire et devenir beaucoup plus une économie sociale et solidaire de réparation que une économie sociale et solidaire qui reste fidèle à sa volonté initiale de transformation. Il y a également, en contre-coup de ces changements, le risque que les mouvements sociaux, en voulant rompre avec l'économisme antérieur, adoptent ce que Fraser a appelé, par exemple, un culturalisme ou un politisme. C'est l'analyse critique qu'a fait Nancy Fraser sur le féminisme, en montrant que dans un certain nombre de cas, le fait de mettre l'accent uniquement sur les dimensions identitaires a pu faire oublier les dimensions socio-économiques. C'est ce que Boltanski et Capello ont parlé aussi à travers la dissociation entre la critique artiste et la critique sociale. Donc on voit bien qu'on est dans un paysage qui est un paysage extrêmement fragmenté, finalement, avec des sédimentations de problèmes qui de toute façon amènent à ce que l'on a beaucoup de mal à mettre en évidence des convergences entre des phénomènes issus de la société civile qui sont effectivement conçus trop comme relevant de cases particulières. Donc comment est-ce que l'on peut envisager à partir de ce paysage fragmenté
c'est la seconde partie, plus courte, rassurez-vous. Comment est-ce qu'on peut envisager des éléments de prospective? Quels sont les scénarios qui sont en train de se mettre en place aujourd'hui? Je pense qu'il y a 3 scénarios qui aujourd'hui sont en train de progresser à différents niveaux. Le premier scénario, c'est finalement le scénario d'une continuité de l'économie sociale qui aurait oublié les questions posées par l'économie solidaire et qui finalement retrouverait son itinéraire habituel, qui est celui de se penser en tant que secteur économique. Et donc, de continuer à privilégier les entreprises coopératives et de voir que cet ensemble d'entreprises, avec le modèle coopératif comme centre de gravité, à ce moment-là, ne peut guère penser ses rapports avec le mouvement communautaire et le mouvement associatif. Et donc, on a des tensions qui perdurent entre une économie sociale qui veut de plus en plus se faire reconnaître par les décideurs économiques et en même temps des organisations communautaires qui continuent à ne pas penser leur économie, alors que pourtant, ils en ont une. Et donc ça, c'est effectivement le prolongement d'une tendance très longue, mais aussi très lourde pour le devenir de l'ensemble de ce qui advient à partir de la société civile. Il y a un deuxième scénario qui est encore un scénario plus radical, qui vient de l'instauration depuis les crises de la première décennie du XXIe siècle de ce qu'on pourrait appeler un néolibéralisme de seconde génération. C'est-à-dire que le premier néolibéralisme, inspiré par les auteurs que je citais, mettait en avant la concurrence généralisée. Le second néolibéralisme, faisant l'analyse des réactions populaires à ces programmes d'ajustement, a modifié son discours. Et ce qui est important dans cette nouvelle vague, c'est effectivement qu'il y a eu l'insertion d'un discours explicite sur le social, un discours explicite sur le social qui propose finalement des formes plus efficaces et plus efficientes pour répondre aux problèmes sociaux. Ça se manifeste par plusieurs tendances. D'abord, le fait de préconiser un plus grand autofinancement de la part des associations, le fait de mettre l'accent sur des comportements plus entrepreneuriaux, mais surtout par la constitution d'un grand mythe au niveau international, qui est le mythe du social business pour vaincre la pauvreté ou de l'inclusive capitalisme. Et donc, on a là une dépolitisation de la question sociale, une managérialisation de celle-ci et une définition des objectifs par des investisseurs qui sont souvent, finalement, les acteurs de la néophilanthropie. Ce qui est intéressant dans ce scénario, c'est qu'il est en train de s'outiller méthodologiquement à travers de nouvelles méthodes, comme les social impact bonds, par exemple, comme le marketing bottom of the pyramid. Donc, on voit que ces façons de faire, ces façons d'agir sont de plus en plus relayées par des méthodes qui sont mises en avant, par exemple, dans les écoles de management. Cette rhétorique propose finalement une vision pacifiée de la société, dans lequel c'est la solidarité philanthropique qui reprend l'avantage dans un projet qui est un projet qui ne s'attaque pas aux inégalités, mais qui s'attaque uniquement à la pauvreté et qui, évidemment, peut glisser très facilement vers une nouvelle moralisation des fraudes. Parce qu'il y a une privatisation dans ce cas-là et un oubli du caractère privé, du caractère public, justement, de la discussion sur les règles du vivre ensemble commun. C'est pour ça que certains auteurs parlent à propos de ce scénario du risque de la plutocratie qui succède à la démocratie, avec le modèle de l'entreprise comme étant le symbole même de la modernité et les mouvements sociaux ou l'économie sociale et solidaire ancienne étant les symboles de la société d'hier. Donc il y a ces deux scénarios qui sont des scénarios négatifs du point de vue du problème qui nous occupe. C'est pourquoi je pense qu'il est intéressant de se focaliser sur un troisième scénario qui est aussi en train de se mettre en place, même si à certains égards il n'est pas assez visibilisé. C'est un scénario qu'on peut appeler un scénario d'économie et de démocratie plurielle qui peut façonner un nouveau modèle de développement. Pourquoi est-ce qu'il y a un certain nombre d'évolutions qui vont dans ce sens-là? D'abord parce que les mouvements sociaux contemporains, à la différence de ce qu'on appelait dans les années 70 les nouveaux mouvements sociaux, ont retrouvé des liens entre les dimensions socio-économiques et culturelles dans leurs revendications et dans leurs pratiques. Et ceci est accentué quand ces mouvements sociaux sont justement organisés autour d'un territoire. On connaît les exemples particulièrement
importants du mouvement des Sans-Terre, par exemple, ou du mouvement zapatiste, qui montrent concrètement comment les revendications culturelles sont liées à la recherche d'une autre économie. Et de ce point de vue-là, ces mouvements sociaux peuvent s'appuyer beaucoup plus que des mouvements précédents sur l'économie sociale et solidaire, à condition que celle-ci ne veulent pas se faire bien voir des acteurs dominants de l'économie, mais travaillent sur son modèle économique spécifique, en particulier avec la valorisation de la réciprocité et avec le fait que c'est bien la solidarité démocratique qui reste au centre de l'organisation de la solidarité, en couplant à la fois ce qui est de l'ordre de la réciprocité égalitaire, des liens horizontaux entre les citoyens, et de la redistribution publique, c'est-à-dire une redistribution qui reste discutée dans le cadre de la démocratie représentative. Donc un nouveau mixage entre démocratie délibérative et démocratie représentative pour réactiver les liens de solidarité démocratique. Dans ce troisième scénario, ça ne veut pas dire que la philanthropie ne peut pas être mobilisée, mais elle est subordonnée à une solidarité qui reste profondément démocratique, contrairement au scénario antérieur. L'organisation communautaire, dans ce cadre-là, prend place dans une nouvelle conception de l'action publique qui considère que l'action publique n'est pas l'action des pouvoirs publics, mais la coopération conflictuelle entre l'action citoyenne, l'action associative et l'action des pouvoirs publics, au-delà de ce qu'on pourrait appeler le conformisme partenarial qui n'a pas suffi à changer les choses. Parce qu'il faut en fait arriver à concilier contre-pouvoir et délibération, arriver à avoir une capacité à dire non, en même temps qu'une capacité à faire ensemble et à coopérer avec les institutions. Ce qui est peut-être en train de poindre aujourd'hui, c'est effectivement une nouvelle façon d'envisager le fourmillement, le foisonnement des initiatives citoyennes qui empruntent à la fois aux mouvements sociaux, à l'économie sociale et solidaire, à l'organisation communautaire et à l'intervention collective, et qui créent une nouvelle forme d'hybridation qui reste à appréhender, qui reste à conceptualiser. Ce travail de convergence, il peut toutefois s'amorcer, il est déjà en acte, mais il peut se prolonger à certaines conditions épistémologiques et à certaines conditions méthodologiques. J'en terminerai par là. Conditions épistémologiques, d'abord, je crois que c'est très important d'inclure dans notre réflexion une ouverture internationale, et en particulier ce que certains auteurs, je pense à Susan Santos, appellent une épistémologie du Sud. En effet, la théorie critique occidentale est restée très centrée sur la critique de la domination, de l'aliénation. Et ce que met en évidence l'épistémologie du Sud, c'est une vigilance plus grande à l'égard de deux problèmes. Le problème des absences, c'est-à-dire quelles sont les formes de réalité sociale qui ont été invisibilisées, et puis une attention aussi plus forte aux émergences, c'est-à-dire au lieu de dévaloriser sous prétexte qu'elles seraient insuffisantes les tentatives pour faire autrement, il s'agit plutôt de les envisager par le biais de leur potentialité, même si on sait qu'elles ne les réalisent que partiellement. Donc, une épistémologie du Sud qui peut nous permettre aussi de renouveler notre regard sur ce qui a été invisibilisé et ce qui émerge. Je pense qu'il est très important, et c'est un effort qui est aujourd'hui en train de se faire dans de nombreux pays, de relire l'histoire, c'est-à-dire de nous réapproprier l'histoire dont nous avons été privés, de nous réapproprier notre mémoire. Pourquoi ? Parce que les dissociations que j'évoquais au départ ne sont intervenues que dans ce que Hobsbawm appelle le second 19e siècle, la deuxième partie du 19e siècle. Et quand on reprend les mouvements pionniers, en fait, on considère que les mouvements pionniers, très souvent, ont voulu réunir ce qui ensuite a été dissocié. Il y a aujourd'hui des travaux historiographiques qui se font en Europe, en Angleterre, en Espagne, en France, par exemple, des travaux qui se font aussi au Québec, je pense aux travaux de Fecteau et de Petitclerc, par exemple, pour essayer de relire ce qui s'est passé dans le premier 19e siècle, et de ne pas le considérer, comme l'a fait la Vulgate libérale ou marxiste, comme un utopisme un peu naïf et qui a échoué. Au contraire, de montrer que ce qui s'est passé à cette période-là, ce n'était pas du tout un utopisme, c'était un associationnisme, c'est-à-dire une volonté de penser la transition, alors que l'utopie,
justement, ne pensent pas à la transition. Et c'est pour ça que je crois que nous avons intérêt, comme nous le dit Kaloun, à opérer un retour vers le futur, c'est-à-dire à considérer ce qui se passe aujourd'hui à travers aussi une relecture de l'histoire qui va beaucoup nous enseigner sur là d'où nous venons et va nous permettre de retrouver cette histoire qui a été une histoire complètement oubliée pendant l'ensemble du XXe siècle. Des conditions méthodologiques également sont importantes pour aller dans ce sens-là. Je crois qu'il est essentiel d'examiner les processus d'institutionnalisation dans leur complexité. Ce ne sont ni des réussites totales, ni des instrumentalisations totales. Et donc, il faut envisager, je reprendrai les termes de Catherine Neveu, à la fois comment l'institutionnalisation peut domestiquer les mouvements, mais comment aussi il y a possibilité d'ensauvager les institutions et donc de voir comment est-ce qu'il est possible de changer le cadre institutionnel et pas simplement de le reproduire. Ce qui amène au dernier point méthodologique, mais vous venez d'en parler à l'instant, hein, c'est celui qui nous amène à documenter les croisements de savoir, à essayer d'opérer à partir de ce que certains appellent un activisme délibératif et en incluant cette réflexion tripolaire qui était mentionnée tout à l'heure, c'est-à-dire les acteurs, les chercheurs, mais aussi les responsables publics, pour voir comment il est possible d'avoir de nouvelles pistes de travail par cette triangulation qui amène à chacun des participants des éléments nouveaux. Je crois que c'est autour de ces éléments-là qu'il est possible de retrouver finalement des convergences entre des facettes de la société civile qui ont été dissociées et de voir comment ces facettes peuvent non pas contribuer à un renforcement de l'action privée, mais au contraire aller plutôt dans le sens d'un renouvellement de l'action publique. Merci. Alors, je pense que vous avez mis la table amplement sur, et ça rejoint beaucoup de mots que je disais durant que vous parliez. Je vous ramener vers l'histoire, je pense que c'est très important. Alors, je vous donnerai 3-4 minutes. Jasez entre vous, faites-vous des nouveaux amis. 3-4 minutes pour discuter, puis après ça, on va prendre quelques commentaires sur la présentation que vous venez d'entendre. Alors, je vous laisse jaser entre vous 3-4 minutes. C'est parti. Commentaire sur cette conférence d'ouverture qui nous a ouvert, en tout cas moi ça m'a beaucoup ouvert sur notamment se rappeler notre histoire, d'où ça vient, puis j'ai dit que j'ai trouvé ça très subversif, j'ai beaucoup aimé ça, j'aime ça la subversion. Ceci étant dit, est-ce qu'il y a un groupe qui dit oui, nous autres on aurait un commentaire à faire, là on a envie de le partager parce que c'est extrêmement intelligent. C'est pas obligé là, c'est pas obligé. Allez, ne soyez pas timide. Oui, alors, le micro s'en vient, Monsieur Caillouette. N'oubliez pas de vous nommer. Ici, là. Alors, qui êtes-vous? Ouvrez le micro. Jacques Caillouette, Université de Sherbrooke, École de travail social, sur la ville. Toujours très, très intéressant. Comment, je ne sais pas, vous amenez tout ça, là, ce côté-là d'être capable, on dirait, de dire non, mais d'aller vers des oui, tout ça. Et là, on peut le voir dans différentes régions, sur le plan local, sur le plan national, sur le plan international, les relations entre la France et le Québec et d'autres pays. Vous avez à parler de l'Amérique du Sud ou tout ça. J'aimerais vous entendre là-dessus. Y a-t-il des manières de faire, des manières d'être pour glisser dans un mouvement qui s'abreuve, qui se nourrit aussi de l'international, comme le néolibéralisme semble très bien le faire de son côté. Merci, Jacques. Alors, je vais prendre quelques commentaires, puis je vais vous laisser un petit 5 minutes pour nous rappeler ça après ça. C'est bon? Je vous fais confiance. D'autres commentaires, questions qui vous viennent? Oui, mais ici. Bonjour, qui êtes-vous? Bonjour, je m'appelle Gabrielle Baudouin. Je viens de Gatineau. Je travaille dans un
petit regroupement d'organismes et de partenaires. Je voulais simplement vous dire que j'ai été tout à fait charmée par l'idée d'ensauvager les institutions. Donc, je veux le dire aux institutions avec qui je collabore. Là, je vous le dis, je vous avertis. C'est tout. Ben, beaucoup. Mon groupe, là, on en a discuté puis on approuve. OK. Je pense qu'on va être quelques-uns, mais qu'on sort d'ici, puis il va avoir le goût des affaires. D'autres commentaires avant que je donne un petit peu la parole à M. Laville? Oui, par ici, Laville, pardon. Bonjour, madame. Bonjour, je m'appelle Boshra Manaï. Ma question, moi aussi j'ai tripé, comme on dit au Québec. Dans votre troisième scénario, vous parlez d'une économie démocratique plurielle. Quelle place vous faites ou est-ce que vous envisagez dans la réflexion les différences, donc au-delà des différences féministes, mais les différences qu'on peut qualifier d'ethno-raciales, comme peu importe la façon avec laquelle on les qualifie, mais comment vous considérez ça dans votre réflexion? Merci beaucoup. On est conscient que c'est des grandes questions, puis M. Laville ne réussira pas à tout répondre à ça, mais il va faire un effort. Je le vois déjà qui prend des notes. Bonjour, qui êtes-vous? Isabelle Chevrier, table nationale des CDC. Vous nous avez gentiment cité tout à l'heure. Je vous remercie beaucoup. En fait, mon questionnement est plus personnel. Je trouve qu'on voit émerger depuis quelques années, quand on parlait des scénarios, une génération qui est en train d'agir en dehors des réseaux structurés. C'est-à-dire qu'on a parlé d'économie sociale, on a parlé des mouvements associatifs ou communautaires, on a parlé de l'État. Et moi, ce que je vois de plus en plus, parce que j'ai 2 grands ados, c'est des jeunes qui essaient de complètement contourner les structures établies pour utiliser les médias sociaux, pour utiliser Internet, pour créer d'autres réseaux informels qui leur sont propres, des actions plus spontanées, qui prennent place dans la place citoyenne, mais qui s'organisent de façon informelle et qui semblent être une émergence d'une nouvelle façon d'agir dans sa communauté. Donc, je me demande si ça faisait partie de vos réflexions. Donc, voilà, la question est posée. Merci. Je vais prendre une dernière intervention ici. Marie Jobard, enchantée. Je travaille pour un regroupement régional d'organismes communautaires. Je vois qu'il y a déjà beaucoup de questions, fait que je vais la poser sans nécessairement espérer de réponse. En fait, c'est que dans ce que vous aviez dit, j'ai l'impression que au Québec, du moins de ce que je vois dans le milieu dans lequel je travaille, on est très fortement enclenché puis engendré dans le deuxième scénario que vous nous avez présenté avec toute la notion de philanthropie qui prend beaucoup de place, le social business qui commence les instances de développement local s'organisent selon des scénarios qui sont à peu près déjà organisés puis on essaye de rentrer dans le moule. En fait, c'est un constat. Je trouvais ça inspirant puis vous aviez une vision un peu lucide de tout ça, ça fait du bien à l'entendre. Mais après, comment continuer, comment passer d'un scénario à un autre, en fait? Mm-hmm. Effectivement. Merci beaucoup. Je vais aller vers vous, M. Laville, pour 5 minutes de miracle. Mais je vous fais confiance. Alors, on y va. À vous. Oui, par rapport à la question de Jacques Caillouette, je pense que c'est un peu l'effort qui avait été fait dans associations et actions publiques, c'est de montrer que ces enjeux se jouent à la fois au plus micro, c'est-à-dire ça peut se jouer dans une association particulière. Je pense par exemple à l'analyse qu'avait fait un dirigeant de aide pour montrer que cette association contre le sida avait toujours joué en dehors des institutions, y compris en mettant en place des actions illégales, et dans les espaces de concertation avec les institutions et de co-construction. Et donc de montrer qu'on n'était pas condamné soit à la marginalisation parce qu'on était trop oppositionnel, soit au contraire à l'absorption et l'instrumentalisation, mais qu'on pouvait tenir une place qui est difficile, qui suppose une réflexivité collective dans l'association qui est à mettre en place, mais que ce n'est pas impossible. Comme on voit, et c'est pour ça qu'il y avait aussi une partie qui était consacrée à des réflexions plus macro, que des configurations politiques comme celles qui ont été à l'origine des constitutions de Bolivie et d'Équateur ont permis aussi de sortir de cette injonction
à la croissance marchande maximale dans lequel nous restons très largement en Europe comme en Amérique du Nord. Et l'invention, par exemple, d'un nouvel objectif collectif au niveau d'un pays qui soit l'objectif de bien vivre pour toutes et tous permet aussi, et c'est très clairement exprimé dans ces deux constitutions qui, je crois, sont des textes qui doivent être versés au patrimoine de l'humanité pour cette raison. Il montre bien comment l'objectif de bien vivre ne peut être atteint que par la mise en place d'une économie plurielle, c'est-à-dire à la fois d'entreprises privées, d'un service public, mais toute une gamme aussi de formes socio-économiques, qui soient populaires, solidaires, sociales, communautaires. Les appellations sont utilisées de manière assez extensive dans ces deux textes, mais qui permettent justement de trouver une autre polarité de l'économie qui fait que celle-ci soit véritablement inclusive et qu'on soit pas uniquement dans un discours sur le capitalisme inclusif comme on peut l'avoir dans d'autres contextes. Donc je crois que on peut essayer d'identifier les mêmes problèmes au niveau le plus local comme au niveau le plus global, et c'est une façon, disons, d'essayer de mettre en évidence justement ce qui est fait plutôt que ce qui reste à faire. Et c'est pour ça que la réflexion comme celle qui est menée au Québec est importante dans le cadre de changements politiques qui sont initiés par de nouveaux pouvoirs municipaux. Je prendrai l'exemple de la municipalité de Barcelone, qui essaye, parce qu'il y avait, comme il y a dans de nombreuses villes, une agence de développement économique à Barcelone qui était uniquement axée sur l'innovation technologique, 200 fonctionnaires pour promouvoir les formes d'innovation technologique à Barcelone. Ils essayent de faire entrer avec la nouvelle mairie l'économie solidaire dans cette agence de développement économique, et on constate combien c'est difficile, parce qu'en fait, toutes ces équipes administratives sont pas du tout socialisées à ce que pourrait être une économie solidaire. Donc ça suppose une combinatoire avec les réseaux pour que ça ne soit pas uniquement, là encore, un discours, mais que ça soit réellement pris en compte. Et je pense qu'il y a des avancées qui se font au niveau des politiques municipales, et que c'est aussi l'un des enjeux qui peut être d'ailleurs un enjeu commun avec le Québec, de mieux faire circuler, de mieux faire connaître ce qui est déjà en train de se passer dans un certain nombre de pouvoirs locaux, voire de pouvoirs régionaux. Et c'est pour ça que je crois que à la fois il y a des formes d'engagement public qui ont évolué, et que de nouvelles générations ont un rapport, ça a été dit dans une multitude de recherches, à l'engagement qui est différent des générations antérieures, mais il apparaît aussi des tensions à cet égard. Et je reprendrai, en suivant mon fil barcelonais, les tensions qui sont apparues dans le mouvement des indignés, entre effectivement des militants qui veulent aller vers des formes très autarciques d'action collective, parce qu'ils veulent plus entendre parler des institutions qui, pour eux, les ont trahis, font partie d'une caste qui n'est pas le peuple. Mais cette vision, je crois, si on la rapporte là encore en histoire, est une impasse. C'est-à-dire que ce que nous dit l'histoire, c'est que depuis 2 siècles, la tentative de changement par la création de communautés autarciques n'a jamais réussi. Et donc c'est vraiment pourquoi il y a cette question de l'arrimage entre société civile et action publique qui me paraît véritablement la question très importante aujourd'hui, pour ne pas justement aller dans certains errements qui voudraient que l'on peut changer uniquement à partir de réalisations qui sont des réalisations isolées. Il n'y a pas d'îlot dans lequel on peut faire un modèle parfait, et je crois que c'est pour ça qu'on n'est pas dans des modèles utopistes, mais qu'on est plutôt dans des modèles associationnistes, dans des nouvelles façons d'agir, mais des nouvelles façons d'agir qui doivent ne pas se déconnecter justement des institutions et essayer, je vais répéter parce que vous aimez tellement ça, de les ensauvager. En ce qui concerne la prise en compte, on en parlait aussi à la pause, de la fragilité d'un certain nombre de publics dans la manière dont ils peuvent véritablement être présents dans le débat public. Je pense que c'est un certain nombre de questions qui restent à fouiller, qui restent à approfondir. Par contre, ce que je crois
qu'il convient de repérer de manière plus forte, c'est comment un certain nombre de récits, comme celui du social business, aujourd'hui sont aussi en train de produire une sorte de néocolonialisme. Moi, ça m'a vraiment frappé quand j'ai vu des films sur le social business, où vous avez des hommes d'affaires blancs qui viennent vous expliquer comment ils vont sauver les femmes indigènes, et les femmes indigènes n'ont pas la parole dans ces films. Elles défilent dans le soleil couchant en troupeau. Hein. Donc, il y a une représentation du changement là qui est, je crois, une régression qui nous ramène d'une certaine façon au 19e siècle, qui nous ramène à un certain nombre de visions coloniales. Alors, je pense qu'il est véritablement important d'intégrer tout ce qui a été réfléchi sur le post-colonialisme, et là encore, de se rapprocher des épistémologies du Sud, pas par exotisme, mais pour mieux penser nos problèmes aussi au Nord. Beaucoup, Leville. Merci. Alors, juste avant qu'on passe à la pause, vous avez remarqué qu'il y a quelqu'un qui prend des photos, hein, n'est-ce pas? Si ça vous pose problème d'être pris en photo, ou du moins qu'on utilise votre photo après dans un rapport ou quelque chose, ou que vous apparaissez dans un groupe, allez voir Julie. Hein? Elle est où, Julie? Elle est là. Si jamais là, vous dites « Non, moi, je veux vraiment pas », allez voir Julie. On va tout gérer ça avec vous. Sinon, soyez très naturel. C'est là que vous êtes les plus beaux. Donc, on va revenir de la pause à 10h55. Hein, je vous laisse 17 minutes, c'est généreux. Et j'avais demandé aux conférenciers de la table ronde d'être là à 10h50 avec moi, s'il vous plaît. Ça va? Il y a des toilettes à tous les étages, by the way, et café.